sur exactement l'état actuel, mais au moins on essaye de brosser un peu l'état des lieux. Donc, première question pour vous avant de continuer, parce que j'aime bien les questions. Quand d'après vous est arrivé l'Internet au Cameroun? Donc, vous allez sur cette page, slido.com, vous avez ce code. Quand d'après vous est arrivé l'Internet au Cameroun? Donc, je vais lancer le sondage. Voilà. Donc, si vous pouvez répondre à cette question, quand d'après vous est arrivé Internet au Cameroun? Vos réponses sur slido.com, vous tapez ce code Y438 et vous pourrez répondre. Donc, j'espère que vous pouvez voir les résultats. J'espère que tout le monde voit le pôle. Quand, d'après vous, est arrivé Internet au Cameroun? Vos réponses sur slido.com, le code c'est Y438. Quand d'après vous arrivez l'Internet au Cameroun, une seule personne a participé jusqu'ici, 1985, 1997. Nous sommes 10, donc en principe, d'autres personnes peuvent donner leur avis. Donc, je rappelle, vous allez sur slido.com et le code, c'est Y438. Donc, vous allez sur ce site, slido.com. On va vous demander un code. Le code, c'est Y438. Et vous pourrez répondre à la question. Donc, 3 personnes ont déjà donné leur avis. OK. Un a dit qu'il ne sait pas. D'accord. Allez, au moins 2 ou 3 autres personnes. Tentez votre chance. Quand est arrivé l'Internet au Cameroun, d'après vous? On laisse encore 30 secondes. Donc, jusqu'ici, certains ont dit, une personne a dit 1985, 1994, 1997. OK. Personne d'autre? Bon, on va continuer. OK. Donc, nous, on continue. Donc, juste pour vous dire, avant d'introduire, on parlera d'abord de l'arrivée d'Internet au Cameroun. On va donc présenter les ressources Internet exploitées au Cameroun à date. On fera un petit bilan sur les interconnexions sur le plan national et sur le plan international. Donc, après, peut-être on parlera un peu du suivi des usages. Donc, de manière globale, d'accord, 1972, on va dire que c'était le début des emails et du programme qui a été appelé aux États-Unis Interneting. En gros, il faut savoir que c'est le projet Internet ou bien toutes les initiatives autour d'Internet ont démarré aux États-Unis dans 2 milieux, les milieux militaires et les universités. Donc, il y a eu plusieurs événements, mais disons qu'en 1972, on commençait déjà à parler de l'email. En 1985, vous avez le premier réseau informatique non IP au Cameroun, qui s'appelait Campac, qui était mis en place par Intelcam et aussi exploité par le Senadi, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'était en 1985. En 1992, le Cameroun s'est connecté à Rio, qui est un réseau intertropical, qui était mis en place par un organisme qui s'appelle l'Orstom. Donc, le Cameroun s'est connecté au Rio et à partir de là, ceux qui étaient connectés pouvaient avoir accès aux services Internet qui était la messagerie électronique. Donc, la messagerie électronique était déjà disponible en 1992 au Cameroun. Le 5 avril 1997, il y a eu un passage en fait, du Cameroun en full IP par Intelcam. Si ceux qui connaissent bien, en fait, Intelcam, c'est le nom d'origine de Camtel. Donc, le 5 avril 1997, on va dire, il y a une bascule complète de leurs infrastructures
Parce que, souvenez-vous, en 1985, on a dit qu'il y avait déjà un réseau informatique, mais qui n'était pas basé sur IP, dont la technologie, le protocole IP. Donc, à partir de 1997, ce 5 avril, donc, Intelcam a basculé complètement sur IP. C'est à partir de là qu'on peut aussi dire qu'il y a un début d'Internet au Cameroun, disons-le comme ça, c'est-à-dire que ça donnait maintenant la possibilité, en fait, à Intelcam et tous ceux qui étaient connectés de pouvoir avoir accès à un ensemble de réseaux interconnectés. Une autre date que nous avons aussi mis ici, c'est qu'en 2014, donc, il y a eu la mise en place du premier point d'échange Internet au Cameroun qui s'appelle Camix. Donc, OK, ça, on a déjà répondu. OK. Donc, avant de continuer, notre question pour vous. Pour communiquer sur Internet, on a besoin d'identifiants. D'après vous, qui fournit ces identifiants? Pour que vous puissiez accéder à Internet, vous avez besoin d'identifiants et qui vous fournit ces identifiants? C'est la question suivante, toujours sur slido.com. Donc, la question, c'est pour communiquer sur Internet, on a besoin d'identifiants. Qui vous fournit ces identifiants? Pour que vous puissiez accéder à un réseau de type Internet, vous devez avoir un identifiant. Sinon, vous ne pouvez pas accéder à cette ressource. Donc, la question que je vous pose, c'est qui vous fournit ces identifiants? OK? 2 personnes jusqu'ici. Ne soyez pas timide. On n'est pas très nombreux, donc chacun peut facilement réagir. OK? 4 personnes. Je répète, pour accéder à cette page, vous allez sur slido.com. Quand vous êtes sur slido.com, vous avez un code. Le code qu'on vous demande de saisir, c'est Y438. Donc, étant sur slido.com, le code, c'est Y438. 6 personnes. Allez, une dernière personne, 7e personne. Donc, jusqu'ici, c'est on dit IANA, le RIR, Afrinic ou IANA, ICANN, votre ISP ou Afrinic, ISP. D'accord. OK. Donc, sur la base de ce que vous avez dit, les réponses sont diverses. Ça dépend en fait du type d'utilisateur que vous êtes. Typiquement, si vous êtes juste un utilisateur standard, vous avez juste, par exemple, Monsieur Tout-le-Monde. Par défaut, généralement, c'est votre ISP ou votre fournisseur d'accès. Si vous êtes une entreprise, ça peut être votre fournisseur d'accès ou ça peut être Afrinic. Maintenant, à IANA, en fait, c'est plutôt une fonction d'ICANN qui permet en fait de superviser ces identifiants. OK, donc on va continuer. Donc, il y a donc effectivement la gestion des adresses IP se fait par les registres régionaux Internet. En anglais, on parle de RIR. Donc, pour le continent africain et l'océan Indien, c'est donc Afrinic qui s'occupe de cette gestion des ressources. Donc, au plus haut niveau, pour le continent africain, en fait, c'est Afrinic. Maintenant, Afrinic va donc se charger d'attribuer ces identifiants soit au fournisseur d'accès, soit à un utilisateur final. Par exemple, ça peut être une entreprise. Donc, vous aurez des identifiants soit à travers Afrinic, soit à travers votre fournisseur d'accès. C'est l'un ou l'autre. Donc, c'est un peu ça. Donc, juste rapidement, en termes de ressources Internet exploitées au Cameroun, donc, rappelez-vous, on a dit que c'est pour le continent africain, c'est Afrinic qui s'occupe d'attribuer. Donc, on a 19 membres Afrinic au Cameroun et il y a 19 numéros de système autonome, 37 préfixes IPv4, 11 préfixes IPv6, dont 9/32 et 2/48. Donc, on va plutôt découper un peu dans le détail pour vous faire comprendre ce que ça signifie. Donc, dans ces membres, donc, comme je disais, nous avons 19 membres. Donc, c'est ce qu'on a ici dans ce graphique. Vous avez également donc, les allocations en fait, en termes d'adresses. Bon, mais au niveau des adresses IPv4, il y a un petit descriptif que je vais faire. Ce que vous voyez surtout au niveau des types de membres, ici, en fait, on a beaucoup plus en fait, des LIR, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès.
Donc, sur les 19 membres afriniques qu'on a au Cameroun, 79% en fait sont des fournisseurs d'accès et 21%, donc 4 membres en fait, sont en fait des utilisateurs finaux, c'est-à-dire que ce ne sont pas des fournisseurs d'accès. Donc, on peut être membre afrinique soit parce qu'on est fournisseur d'accès, soit parce qu'on est une entité, une banque, une université qui souhaite avoir ses propres ressources. Donc, on fait un petit détour sur IPv4, juste pour faire une petite comparaison. La population camerounaise est environ à 25 millions, d'accord? Environ 25 millions. Les 19 membres afriniques dont on a parlé précédemment, en fait, ont un total de 689 920 adresses. Donc, c'est un total, vraiment, avec tous les 19 membres. Donc, c'est-à-dire tous les fournisseurs d'accès que vous connaissez et toutes les organisations qui ont également des adresses. Donc, ces 689 920 adresses, si on fait un ratio, ça correspond à 37 Camerounais par adresse IP. Et ça, c'est sans entrer dans le détail, parce qu'en réalité, les 689 000 là, c'est un peu en considérant qu'on mélange tout ce que chaque fournisseur a. Et vous voyez que par adresse IP, en fait, on se retrouve avec 37 Camerounais. Et comme je dis bien, ça, c'est sans entrer dans le détail. Et vraiment, les amis, il ne faut pas croire que c'est le NAT qui doit vous aider dans ce genre de choses, parce que par défaut, vous allez vous dire non, ce n'est pas un problème. On peut très bien utiliser une adresse et on repartage derrière 10 000 Camerounais, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une bonne pratique. Donc, croyez-moi. OK, donc on continue d'abord. OK, donc comme je disais, en dehors d'IPv4, vous avez donc IPv6. Pour le moment, on n'a pas de très bonnes stats par rapport à IPv6 chez nous. Là, on affiche 0%. Bon, mais il faut savoir qu'en fait, depuis 2-3 ans, il y a quelques réseaux parfois qui utilisent, donc ça vous donnait parfois un total de 0,01%. Malheureusement, pour une raison inconnue, actuellement, avec Camtel, ça ne fonctionne pas. Donc, on ne sait pas trop pourquoi. Mais en tout cas, l'ensemble des membres afriniques ont tous des préfixes IPv6, mais qu'ils n'exploitent pas. Et on aimerait bien les voir exploiter ces ressources-là. Donc, on va parler un peu maintenant des interconnexions sur le plan national, donc des systèmes autonomes. Rappelez-vous que nous avons dit que nous avons 19 systèmes autonomes au Cameroun. Donc, ce que vous avez sur la gauche, ce sont les interconnexions de ces systèmes autonomes en IPv4. Et ce que vous avez sur la droite, ce sont ces interconnexions en IPv6. Quand vous voyez un lien entre deux numéros, ça signifie qu'il y a donc un peering qui est fait entre les deux systèmes autonomes. Donc, les systèmes autonomes aussi, en fait, c'est eux qui, on va dire, agrègent un certain nombre de réseaux derrière eux. C'est la meilleure façon de pouvoir structurer, en fait, comment sont établies les interconnexions. Si vous avez un numéro ici qui apparaît plus ou moins au centre, pour ce qui est d'IPv4, c'est le système autonome de Camtel. Donc, vous voyez plusieurs autres systèmes autonomes qui sont interconnectés à celui-là. Mais vous voyez que les autres, de manière générale, sont soit isolés, soit juste connectés à un autre. Donc, et à droite, donc, en IPv6, vous avez 1, 2, 3 systèmes autonomes, chacun étant, en fait, ils ne sont pas connectés. Ils ont juste des, ils annoncent IPv6, mais sans s'interconnecter entre eux. Peut-être certains d'entre vous vont penser que en voyant ce type de graphe, ça vous fait beaucoup de numéros de systèmes autonomes, beaucoup d'interconnexions. Bon, ça vous semble peut-être énorme ce nombre d'interconnexions. Ben, je vais vous décevoir. Je vais vous montrer les interconnexions dans un autre pays au hasard. Ce que vous avez ici, par exemple, ça c'est en Indonésie. D'accord? J'ai pris au hasard. Hein. Donc, en Indonésie, à gauche, vous avez les interconnexions en IPv4 et à droite, vous avez les interconnexions en IPv6. Donc, je rappelle bien encore, tous les petits points que vous voyez là, ce sont les numéros de système autonome et toutes les lignes, ce sont les interconnexions entre eux. Donc, vous voyez bien que ce soit en IPv4 ou en IPv6, vous voyez les mêmes interconnexions qu'ils ont au sein de leur propre pays. Donc, je vous remontre rapidement notre graphe. Donc, vous voyez que le nôtre n'est pas assez connecté. En fait, en gros, ça signifie que nous n'avons pas assez de maillage. Et c'est quelque chose que nous devrions changer. Donc, prenons le cas spécifique de Camix. Camix, pour
pour votre gouverne, c'est ce qu'on appelle un point d'échange Internet. Il faut le voir en fait comme une sorte de switch sur lequel en fait tous ceux qui sont, on va dire, dans une même zone géographique peuvent s'interconnecter. L'intérêt d'un point d'échange, c'est vous éviter que vous cherchez à vous connecter. Vous avez vu par exemple les graphes de tout à l'heure, que vous cherchez à vous connecter à tous les réseaux, tous les autres systèmes autonomes. Donc, vous vous connectez, l'intérêt du point d'échange, c'est que vous vous connectez juste à ce point-là et tous les autres systèmes autonomes aussi viendront se connecter à ce point. Donc, ça vous réduit le nombre de connexions physiques que vous pouvez avoir avec les différents réseaux. Donc, chez nous au Cameroun, donc, le seul point d'échange que nous avons actuellement, c'est Camix. Donc là, c'est juste une capture du site web de Camix. Donc, j'ai pris ça tel que c'est affiché sur leur site. Si on se fie à ce qui est écrit là, donc ils ont 2 points, 2 nœuds, 2 POP, un à Douala, un à Yaoundé, et sur lesquels on a, à Douala, vous avez 7 numéros système autonome connectés, et à Yaoundé, vous en avez 9. Donc, en gros, vous avez, comme c'est indiqué là, un peu moins de 10 fournisseurs d'accès qui sont connectés dessus. Mais si vous regardez maintenant les trafics, dont les interconnexions, les échanges l'échange de trafic, le trafic est à peine de l'ordre du kilobit par seconde. Pour vous donner une idée, les points d'échange actuellement, par exemple, les plus gros, DKIX, bon, parlons même pas des DKIX, prenons même par exemple les points d'échange en Afrique du Sud, les trafics sont de l'ordre du giga, généralement, trafic journalier. Et quand on parle de trafic ici, mais gardez bien à l'esprit qu'il s'agit du trafic au niveau, on va dire, local, c'est-à-dire au sein du pays. Donc, ça, c'est pour le cas spécifique de Camix. Donc, nous allons parler également donc, des interconnexions sur le plan international de manière rapidement. Donc, interconnexion sur le plan international se fait par 2 moyens généralement, soit à l'aide de VSAT, donc c'est à l'aide des connexions satellitaires. C'est l'un des plus anciens moyens de connexion qui est, on va dire, c'est le plus universel de toute façon. Couverture par satellite, vous imaginez bien que ça ne couvre pas qu'un pays. Généralement, les satellites peuvent couvrir au moins tout un continent ou en tout cas une grande surface d'un continent. Donc, c'est pour ça que le VSAT existe depuis et va toujours exister, mais c'est aussi le plus coûteux. Donc, en dehors des VSAT, donc, l'autre moyen d'interconnecter un pays avec l'extérieur, généralement, c'est des réseaux de fibre optique, dont principalement ceux qui longent les océans. Depuis quelques années, en Afrique, on a de plus en plus de réseaux terrestres qui se mettent en place aussi. Donc, le Cameroun a principalement des réseaux de câbles sous-marins. Donc, j'ai listé ici quelques-uns des câbles que nous avons. Vous avez d'abord le réseau de Camtel lui-même, réseau national. Les chiffres ne peuvent ne pas être exactement les mêmes, mais du moins, vous avez une estimation. Donc, vous avez le réseau national de Camtel qui couvre tout le pays. CEIBA qui est en fait un ensemble de réseaux câblés entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. SAT3 qui est l'un des plus anciens réseaux de câbles sous-marins qui est utilisé par le Cameroun. Vous avez WAX également, vous avez AS, vous avez NCSCS, vous avez SAIL, je pense qui est l'un des derniers réseaux de câbles sous-marins qui part du Cameroun jusqu'au Brésil, qui est également déjà installé. Maintenant, sur son utilisation, bon, à mon niveau, je ne peux pas vous répondre par rapport à cela. Mais vous avez ici une vue un peu de l'ensemble des réseaux de câbles sous-marins que nous avons et pour certains, avec les capacités qu'ils peuvent fournir au maximum. Donc, vous avez aussi une petite carte. Vous remarquez donc que, par exemple, pour le cas du Cameroun, c'est principalement, vous avez des points à Limbé, Douala et à Kribi par rapport à ces différents câbles. Mais c'est surtout, vous constatez par exemple ici que c'est surtout à Kribi où vous avez donc un point d'atterrissement pour un grand nombre de câbles. Voilà, juste quelques remarques avant de terminer, avant de passer à Christian. Donc, nous avons très peu de systèmes autonomes au Cameroun, le numéro de système autonome au Cameroun, ce qui signifie aussi qu'on a très peu d'interconnexions, de maillage, comme vous avez vu sur les graphes tout à l'heure. Donc, très peu de peering. C'est un peu dommage et c'est des choses que normalement il faudra améliorer parce que ça permet justement de pouvoir échanger facilement du trafic entre les différents réseaux. L'usage du point d'échange Internet est un peu insignifiant. Nous avons énormément de couches de NAT
un timide usage d'IPv6, pourtant ça fonctionne déjà et nous encourageons en fait les opérateurs à pouvoir le déployer parce qu'il n'y a pas d'excuse, ça fonctionne. Donc, il y en a qui ont déjà utilisé et ça marchait très bien. Maintenant, vous avez vu les différents câbles que nous avons. Ces capacités sont énormes. Maintenant, on peut être en droit de s'interroger sur est-ce que ces câbles sont utilisés de manière efficiente parce que c'est quand même une grosse capacité que nous avons. Donc voilà rapidement, présentation que je pourrais faire sur l'État. Je vais passer la parole à Christian qui vous parlera de d'autres aspects. Après, on pourra poser des questions, on échangera dessus. Merci. Hello, hello, allô. Oui, on te suit. Ok, ok, bonsoir. Oui, oui, Christian, merci. Tu peux passer, tu peux présenter, hein. D'accord. Nous voyons même ta présentation déjà là. Ok, Tu peux juste l'agrandir. Plein écran. d'accord, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe encore? Minute. Oh, ok, C'est c'est bon, c'est bon. C'est bon maintenant. ok, c'est bon. Ok, bonsoir. Bonsoir à tous. Déjà, merci Willy pour la présentation exhaustive. Donc, sans plus tarder, je ne vais pas perdre assez de temps. Donc, déjà, merci à vous de me donner l'opportunité de faire cette présentation. Donc, au vu de mon expertise, je trouve qu'il est nécessaire que, un peu de, de faire une évaluation un peu minimale du CM Et puis, je pense aussi que c'est un point d'entrée, un bon point d'entrée pour quelqu'un euh, qui entre nouvellement au CM qui découvre les infrastructures et puis tout ce qui a été fait. Ça permet juste de lire un peu la documentation. Donc, en même temps, ça permet également de brosser et de raviver les anciens membres du CM que vous êtes, juste pour vous rappeler un peu les anciennes choses que vous-même vous êtes assis, vous avez euh, pris des décisions dessus. Donc, c'est juste ce qu'il y a d'autre fait. Donc, comme vous voyez, la dimension que je vais présenter, c'est le rôle, l'impact du CMNOC sur l'évolution de l'état des infrastructures réseau au Cameroun. Donc, je répète que je vais présenter certaines choses que bon nombre de personnes, bon nombre d'entre vous y ont participé. Donc, les informations peuvent ne pas être exactes. Donc, à vous de me corriger. C'est ça que l'interaction doit être active. Donc, comme différents axes, sont l'état de lieu actuel, l'état des réseaux, c'est-à-dire le CMNOC, le rôle qu'il joue dans l'infrastructure, ce qu'il a déjà fait, ce qu'il fait actuellement, quel est son impact dans l'infrastructure actuelle, et puis quel est son impact dans les enjeux du Cameroun actuel, dans le marché de l'emploi au Cameroun, le marché actuel, quel est le rôle, quel est l'impact, est-ce que le CMNOC a une voix, est-ce qu'il se fait ressentir dans l'écosystème global du Cameroun national en fait. Bon, là, j'ai fait un bon aperçu des différents objectifs qui existent au niveau du CMNOC depuis que nous tous on connaît. La toute première, c'est, je présume qu'il y a parmi les participants, il y a probablement des nouvelles personnes qui découvrent ça de la première fois, qui n'ont jamais eu le temps de relire le website, par exemple. Donc, le tout premier objectif, c'est d'animer la plus active liste de diffusion d'Afrique centrale dédiée aux professionnels de l'ingénierie réseau. C'est-à-dire, comme sous objectif, nous nous étions donné depuis 2012 de parvenir à 10 000 abonnés sur la liste de diffusion. Donc, je profite, Sylvain, il faudrait qu'à la fin de la présentation, que tu nous donnes un peu le nombre d'abonnés dans la liste de diffusion, si tu peux avoir cette liste-là. Le nombre, enfin. Donc, avoir au moins 30% d'abonnés effectivement actifs. Ça, c'était nos objectifs qu'on s'est fixés nous-mêmes. 100% de toutes les catégories d'opérateurs réseau présentés. Comme j'ai dit, c'est interactif. Donc, mais quelques questions, je les pose également à vous pour que vous essayez de donner quelques éléments avantageux. Et puis, le second était d'organiser le plus prestigieux événement d'ingénierie réseau en Afrique centrale. On devait avoir au moins une conférence par an avec 500 participants qui devaient raviver un peu l'ingénierie réseau et puis la communauté technologique au Cameroun. On devrait former 200 ingénieurs
sur les technologies IP de pointe, ce que Afrinic fait déjà sur un bon bout. Et puis le CMNOR aussi. On devrait constituer une équipe locale d'au moins 20 formateurs au niveau international, et ainsi de suite, et mettre à disposition des bancs d'essais courants. Puis l'objectif numéro 3 était d'offrir des services pour accroître la taille de l'industrie de l'Internet du Cameroun. Ça, c'est un des objectifs qui sont clairs et il est très fort. Il marque un appel. La question est de savoir qu'est-ce que le CMNOR fait, quelle est sa nouvelle stratégie par rapport à ces jalons que lui s'est fixés. Vous voyez là, on voit l'encadrement et la rédaction de la publication annuelle d'un rapport dressant l'état de l'Internet au Cameroun, notamment un esquisse de ce que je viens de présenter, ça entre dans notre objectif numéro 3. Piloter la rédaction de la soumission d'un texte de loi au Parlement camerounais pour favoriser l'amélioration du cadre de développement de l'industrie de l'Internet dans le contexte camerounais aussi. Et là, le quatrième point qui est le plus fort, il parle de promotion de la bonne pratique, des bonnes pratiques opérationnelles recommandées au Cameroun. Produire au moins une documentation technique, Best Current Operational Practice, pour aider, par année, annuelle, pour adresser les problématiques suivant le contexte purement camerounais. Et puis, vous voyez, en rouge, là, j'ai mis déployer, pour attirer l'attention, déployer 95% de l'ensemble de nos services à base de logiciels libres et puis dresser un tableau de bord suivant les principaux indicateurs clés, ICP, les différents opérateurs au niveau du Cameroun. Ça, c'est les objectifs principaux et prioritaires que le CMNOC a en tête depuis 2012. On milite pour ça et on se bat pour ça. Donc, ensuite, là, quelques projets qui ont été récapitulés. D'ici là, vous voyez, il y a quelques éléments en rouge. Les éléments en rouge sont les éléments sur lesquels le CMNOC s'est beaucoup plus attardé ces dernières années, à savoir le CMCIR, le CMCC, le PPM, Remote Active Hub, le PPM Hub.cm, le CAMIX Exploration et puis le projet Atlas. Il y en a probablement d'autres. Ton micro grésille un peu. Essaye de faire un effort. OK. Merci. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Oui, vas-y, s'il te plaît, avance. Merci. OK. Donc, là, il y a quelques points en rouge. Les quelques points en rouge sont les points sur lesquels le CNO s'est beaucoup plus attardé ces dernières années. Les autres sont là, mais ils n'ont pas fourni, ils n'ont pas encore déployé beaucoup de logistique à cet effet, probablement dû à certains challenges qu'on rencontre au niveau du CMNOC. Donc, les projets actuellement qui sont pris en compte, on a le CSCIR sur la réponse team, où actuellement le CMNOC a participé à une équipe locale et puis je pense qu'il y a une équipe également qui est développée par l'Antico Cameroun. Et puis on a le PPM Remote Actif et puis le PPM MRUP et puis le CAMIX Exploration, ou le point d'accès, le point d'échange Internet que vous venez de présenter tout de suite là. Et puis, il y a également le projet Atlas, Atlas.cm, qui parle des sondes analytiques qui permettent d'évaluer les connexions Internet. C'est l'un des projets phares qui, actuellement, dans le CMNOR, permet de donner une information un peu catégorielle et un peu hebdomadaire. Chaque semaine, au moins, on a dans la liste des emails un mail qui nous récapitule un peu, la mesure active d'Internet sur le réseau national. Ça peut donner une alternative et puis un food for thought pour nous d'y réfléchir. Et puis, on a également d'autres projets qui sont en back-office, qui n'ont pas encore fait surface, qui se développent notamment à l'issue des différents webinaires qui ont déjà vu le jour jusqu'à aujourd'hui. Donc, maintenant, quel est l'impact que le CMNOC et comment a dans l'écosystème national? On voit là actuellement l'impact et la profondeur du CMNOC qu'il peut apporter et qu'il joue même, qu'il a au niveau de l'écosystème national. Il agit un peu comme un organe, je ne parlerai pas de régulateur, mais comme un organe, un back-office en fait, qu'on ne voit pas, mais qui agit. Puisque à lui seul, Sylvain probablement nous donnera, s'il peut, le nombre total des participants à la liste de diffusion. On pourra voir que le CMNOC a
une, une main-d'œuvre hautement qualifiée dans l'ingénierie réseau et tout ce qui concerne le réseau en Afrique, au Cameroun inclus. Donc, on voit qu'il a la force d'agir dans tous les différents contextes, notamment dans les ASP, au niveau de la sécurité nationale, dans l'administration publique, l'IT, l'anti, les mines postales, et ainsi de suite. Et puis, dans les universités publiques, privées, l'enseignement secondaire et primaire, dans le secteur de la finance et puis de la banque même, et puis les différents autres secteurs, au niveau même du port autonome, du GUS, et puis les aéroports internationaux et tout ça. Donc, en fait, cette cartographie essaie simplement de montrer à chacun qui regarde cette présentation et à chacun de nous qui font partie de cette communauté l'importance et l'impact que le CMNOR a depuis 2012 et devrait avoir jusqu'à la fin, parce que je ne pense pas que le Nord qu'on a, ça a eu une durée de 10 ans, non. Elle a une durée indéterminée. Donc, quel que soit ce qu'on a eu à faire par le passé, on devrait continuer à le faire dans le futur indéfiniment. Ça y va pour la sécurité de notre nation et pour y avancer également. Donc, ça, c'est un peu la profondeur et la tâche ultime qui nous incombe à tous les acteurs de l'ingénierie. Je ne parlais même pas simplement des réseaux, l'ingénierie technologique au Cameroun, qui incombe un ensemble de savoir-faire. Donc là, par exemple, qu'est-ce que le CNOC a donc déjà fait depuis? On a probablement, vous voyez, l'interface de gauche est l'interface du site officiel du CNOC qui n'a pas mis à jour un ensemble d'informations, probablement pour un souci de main-d'œuvre ou pour une autre raison. Donc, sur l'interface de droite, on voit également les quelques éléments. Et il y en a plusieurs, les quelques éléments que le CNOC a pu impacter ou a pu participer. On voit par exemple en 2014, il a participé à la création d'un environnement favorable au développement des contenus locaux. Il a fait un atelier sur Libre DGSN, je pense que c'est la Délégation générale à la sécurité nationale en 2015, où c'était un conseil pour les policiers, pour les policiers au Cameroun, pour leur permettre de migrer sur des logiciels libres, leur donner un avantage d'utiliser les solutions open source dans le contexte de sécurité et plus moindre coût. Et puis, on a le projet RIP Atlas, qui est le projet phare du CMNOC, qui permet le programme de mesure des performances de l'Internet avec des sondes qui ont été déployées dans un ensemble de locations au Cameroun. Et ça nous donne un aperçu global, bien que la vulgarisation de cet outil n'est pas encore assez implémentée au pays, mais c'est déjà quelque chose. Je n'ai pas pu avoir des chiffres exacts, sinon j'allais essayer de travailler sur les données pour avoir des schémas. Donc, on a également le PPM-UP et puis on a le CMC-CIR qui est un projet de veille sécuritaire. Et j'ai parcouru un peu ça. Ils ont un projet sur GigUp où ils détaillent un peu un ensemble de choses qui doivent être faites. Et il y a également un groupe sur Telegram où j'y participe. Je vois de temps à autre comment ils interagissent. C'est bien. Ça veut dire que le CNOC a déjà cet impact-là. Il le impulse au niveau local afin pour que certains opérateurs et puis certains individus, certaines compagnies peuvent également suivre. Donc, ça fait partie des jalons et de ses objectifs prioritaires. Le CNO également a organisé une journée du logiciel libre en 2014 pour la promotion des logiciels libres. Et puis, il a également fait une visite MTN, son data center en 2014 avec certains étudiants ça permettait en fait aux étudiants de s'imprégner un peu de joindre la théorie à la pratique et puis de s'imprégner de comment est-ce que ça se passe sur le milieu professionnel, qui est une initiative à encourager de la part du CMNOC et encourager également non seulement au niveau des grandes métropoles, mais également dans les autres grandes villes du pays. Parce que, comme nous le savons, on doit vulgariser ces différentes technologies un peu partout. Donc, et puis les formations techniques de certains techniciens de CAMIX, notamment en 2018,
qui permet de temps à autre de relever le QI et puis les spécificités de certaines, notamment de l'institution CAMIX. Et il n'y a pas que CAMIX, il y a d'autres institutions et puis d'autres organismes à travers lesquels le CNOC impacte ou consulte en back-office et qui n'ont probablement pas mentionné dans leur site internet. Donc, maintenant, je suis presque à la fin de la présentation. Quels sont les problèmes maintenant que le CNOC rencontre au vu des challenges et au vu de l'immense tâche qu'est le CNOC? Je signale ici que c'est vrai, probablement au lancement du CNOC, on avait beaucoup, la barre était un peu plus haute. Peut-être qu'au fil du temps, on a un peu perdu cet engouement. Je ne sais pas, mais c'est un effort national qui doit être fait au fil du temps. Sustain jusqu'à la fin, on ne doit pas se fatiguer. Il faut juste qu'on continue. Donc, notamment les problèmes que l'on peut rencontrer ces dernières années, ces derniers temps, c'est un manque de ressources efficaces qui peuvent carry on les activités que le CNOC promue pour promouvoir au niveau des grandes métropoles et puis à l'échelle nationale et puis même à l'échelle internationale. Parce que comme on le sait, on ne peut pas développer un Internet local, juste local, tu vois. Il doit être rattaché aux normes internationales et puis à tout le monde pour permettre qu'on soit également arrimé à tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est une tâche vraiment importante. Donc, le manque d'engagement communicationnel, spécialement au niveau de la liste de diffusion, au regard des objectifs du CMNOC. Donc, on les a tous lus. Donc, quand je fais référence à ça, chacun peut se faire une image en tête pour avoir. Donc, au-delà de ça, j'ai ajouté quelques petites statistiques. Par rapport aux archives de 2012 à 2019, par exemple, vous voyez là, on a le total des messages en kilobytes, c'est 6961 kilobytes qui est environ 6 gigas. Et le minimum, c'était en 2016 qui a fait 104 kilobytes de communication dans la mailing list. Et puis le max, c'était en 2014 qui a fait approximativement 2 gigas de communication. Donc, enfin, juste pour attirer l'attention des uns et des autres que c'est déjà là, ben, il faut qu'on continue. On doit prendre en main ce qui nous appartient. Ça n'appartient à personne, c'est à nous, c'est notre chose. À nous de voir comment on peut débloquer les choses et faire avancer. C'est la tech, c'est la technologie. Et puis, au vu de la stratégie sur les 10 prochaines années, la technologie va drive nos pays. Ça, nul ne le dit. Bien qu'il y a beaucoup de challenges, notamment le problème électrique, le problème sanitaire, et ainsi de suite. Il n'y a pas que la technologie, il y a beaucoup de choses. Donc maintenant, quelles sont les stratégies? Là, ça fait partie de quelques suggestions au vu des différents webinaires que j'ai assistés, des réunions et puis la lecture que j'ai faite. Quelques stratégies en termes de suggestions que j'ai pu mettre sur pied. Par exemple, se repositionner en tant qu'acteur influent sur l'écosystème au regard de l'industrie 4.0 et puis des développements courants actuels, notamment la crise pandémique actuelle qui sévit, l'impact que ça peut avoir sur l'industrie mondiale et puis sur l'industrie au niveau local. Actuellement, on ne peut pas encore clairement identifier l'impact que ça a sur l'industrie au niveau local, mais si on entre en profondeur, on va comprendre que ça va beaucoup créer un décalage et puis beaucoup de désagréments au niveau du continent africain, notamment au Cameroun. Il faudrait que nous, les différents acteurs qui sont au premier plan, qui voyons cela venir, qu'on essaie de se préparer à l'avance, en soutenant les pouvoirs, puis le gouvernement, en leur donnant nos advocats ici, ce qu'on peut faire. Puis, la stratégie, il faudrait qu'on essaye de revoir au niveau du manque d'engagement communicationnel, spécialement au niveau de la liste de diffusion, regarde les objectifs du CM. Donc, ça doit être également, parce qu'on en parle tout le temps, il faudrait qu'une stratégie d'imprégnation ou d'amélioration soit mise également sur pied. Surtout, il faut une auto-évaluation relative aux objectifs du CM, donc au vu d'une redynamisation, sorry pour l'abréviation, d'une redynamisation objective et globale, parce que ça permettra au CM
au détriment de ces problèmes qu'il rencontre au courant, qu'il puisse quand même regarder en avant et savoir qu'ok, j'avance, mais je sais où je suis parce que j'ai mon éval qui est là, j'ai mon évaluation qui est à gauche et puis à droite, j'avance. Ça permet quand même que même si on court comme la tortue, on peut quand même savoir où est-ce qu'on est. Donc, et puis là, c'est par rapport à cette précédente statistique que j'ai donnée, c'est un petit tableau que j'ai, en fonction des datas que j'ai pu recueillir, j'ai essayé d'analyser ces données. Vous voyez qu'en 2020, bon, 2020, ce n'est qu'au début, approximativement, on a moins de 100 messages. En 2019, vous voyez vous-même ce que ça a donné, c'était moins de 200. En 2018, ainsi de suite, le plus pire était en 2016. Et puis, vous voyez, en 2014, il y a eu beaucoup. C'est probablement parce qu'il y a eu en 2014, il y a eu un gros événement qu'on a organisé, notamment, on a cité ça tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de ça, je crois que c'était Camix ou bien IGF en 2014. C'est pour ça qu'il y a eu un grand boom. Donc, essayons de voir au vu de ceci, savoir ce qu'il y a, ce qu'il y a de faire. Il faut qu'on s'active pour, je répète, ce sont des analyses faites en analysant par rapport aux objectifs que le CNOC lui-même fixé. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de rapprocher, ça fait le rapprochement. Donc, en conclusion, et comme conclusion et perspective, on voit là, le CNOC a une grande force de proposition. Pourquoi? Parce que c'est fait d'une industrie libre et ça continuera toujours. Tant que c'est libre, ça va toujours, on n'a qu'à voir l'importance et la plus-value que l'industrie open source a dans le monde du développement, dans le monde des réseaux, et puis dans le monde de supply chain, et puis dans le monde de la justice. Donc, ça a une grande force de proposition. À nous de la saisir et de savoir comment la transformer. Et puis, le CNO également peut et doit s'établir en influenceur dans l'écosystème national. Du coup, il doit continuer de travailler sur ce point de manière indéterminée. Il doit demeurer toujours une entité neutre, mais très professionnelle et rattachée aux standards internationaux similaires. Parce que l'indépendance dans les technologies est très importante. Si on n'est pas indépendant technologiquement, on ne pourra pas innover. On sera handicapé dans le contexte d'innovation. Donc, du coup, on doit toujours et toujours militer pour cette indépendance, pour cette neutralité technologique. Comme l'Internet lui-même il promeut le Internet neutrality. Ça, c'est voilà, les exemples pareils. Donc, il faut qu'on essaye un peu de promouvoir ces différentes valeurs-là. Et en vertu de ça, en fonction de la position de chacun, qu'on essaie de se souder, serrer la main et booster cette économie qui nous appelle tous. Et je pense, merci. Je crois que je suis arrivé à la fin de la présentation. Merci. Allô? Allô? Merci, Christian. Oui, Christian, merci Oui, pour ta présentation. Voilà. Nous avons suivi les deux présentations. Oui, Christian? Non, je disais que tu as le champ vert, tu as la parole maintenant. D'accord, merci. Donc, nous avons suivi les deux présentations. La première partie faite par Willy Manga et la seconde faite par Christian Zier. Merci aux deux. Maintenant, nous allons passer à la phase des questions-réponses. C'est une phase un peu spéciale qui nous permettra d'établir une sorte de petit document qui nous permettra de montrer aux autres, à ceux qui n'ont pas été là, et même à nous qui avons été là, ce qu'on peut retenir, un petit résumé de ce webinaire. La personne qui devrait s'occuper de cette phase, c'est Moussa Stephen. Moussa, es-tu prêt? Prends la parole et tu t'occupes de la phase de questions-réponses. Est-ce que Moussa est prêt? Oui, Moussa, vas-y. Merci et bonsoir à tout le monde.
Déjà, je tiens à remercier nos deux panélistes, Willy et Christian. Ça a été très intéressant. Et maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Avant que les autres ne posent leurs questions, j'ai ma question pour Willy. Ma question, c'est que j'ai été très astonished par les chiffres. 19 membres d'Afrique, ça veut dire qu'il y a 19 organes comme ça là au Cameroun qui ont trouvé nécessaire d'aller chez Afrinic avoir leurs ressources, notamment les IP et les numéros de système autonome. Et de ces 19 membres, 79%, 79% sont quoi là? Sont des ISP, disait Willy. C'est-à-dire environ 15 de ces 19 membres sont des ISP. Donc, ça fait 4 membres seulement qui sont des organisations. Ça, c'est choquant. Donc, déjà, la première chose qui me choque, c'est que nous avons seulement 19 membres. La deuxième chose qui me choque, c'est que nous avons, de ces 19 membres, seulement 4 qui ne sont pas les ISP. Et la troisième chose qui me choque, c'est que tout le Cameroun, 25 millions, bon, ça c'est ce que les derniers recensements disaient, hein, 25 millions, donc si je vais être un peu réaliste, je suis sûr que nous sommes déjà à 28 ou 30 millions aujourd'hui. Donc comme ça, 30 millions de personnes se partagent 689 000 adresses IP, avec tous les risques que cela comporte. Donc ma question c'est, que faire, Willy? Quelles sont les recommandations? Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ça? Ok. Merci Stéphane. Est-ce que Christian peut arrêter le partage d'écran? Ok, merci. Bon, je vais juste rapidement revenir sur ma présentation, juste pour avoir les chiffres encore une fois devant. Comme ça, je crois que ce sera plus simple pour tout le monde. Ok. Donc, Stéphane parlait donc des statistiques. Donc, oui, effectivement, qu'on a un ratio qui est tel que vous avez globalement 37 Camerounais par adresse IP, IPv4. Et là, j'ai bien dit globalement. Donc, et c'est en réalité, il faut bien voir que chaque fournisseur d'accès a son propre pool, donc il faut restreindre même encore. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça dépend d'où on se trouve. Ça dépend de la catégorie où on se trouve. Déjà, à son propre niveau, par rapport à votre propre entreprise, vous avez le choix. Soit vous pouvez demander à votre fournisseur d'accès de pouvoir faire en sorte que vous utiliser autre chose qu'IPv4 seulement, ce qui est possible. Ça, c'est ce que vous pouvez faire parce que tous vos fournisseurs d'accès ont tous des préfixes IPv6. L'autre chose, c'est que vous pouvez vous-même devenir membre Afrinic et donc à ce moment disposer de vos propres ressources, aussi bien IPv4 qu'IPv6. C'est également quelque chose qui est possible. D'ailleurs, normalement, en fait, pour nous, par exemple, ce serait logique que les banques aient leurs propres ressources. Pour prendre seulement l'exemple des banques, au lieu qu'elles reposent sur les ressources des fournisseurs d'accès. Donc, elles devraient pouvoir avoir leurs propres ressources et par la même occasion, elles pourraient pouvoir utiliser IPv6. Donc, vous pouvez devenir membre vous-même. Vous pouvez demander à votre fournisseur d'accès. Pour les fournisseurs d'accès, en fait, bon, à leur niveau, parfois, une justification, c'est de dire qu'il n'y a pas de demande. Ce n'est pas une justification qui tient dans le sens où ça ne leur coûte rien. Surtout s'ils commencent dès maintenant, ils y vont progressivement. Donc, ça va leur coûter moins cher que la période où il faudra commencer à courir dans tous les sens et rapidement parce que voilà, là maintenant, tout l'Internet va basculer. Si vous vous rappelez tout à l'heure dans la présentation, je reviens rapidement, quand on faisait l'évolution de l'Internet, vous avez vu un moment, par exemple, on a dit en avril 97, Camtel est passé en full IP. Il y a une date similaire dans le passé aux États-Unis, lorsqu'on est passé de NCP à TCP. Donc, c'est un moment où sur l'Internet, en fait, on a fait une bascule sur tous les équipements Internet d'une technologie à une autre. Il faut bien vous dire qu'au moment où on fait ce genre de bascule,
tout le monde est obligé de suivre. Donc, pour le moment, en fait, on traîne un peu parce que les uns et les autres disent que bon, il n'y a pas le feu et tout ça. Mais ça va bien arriver à un moment ou à un autre. Vous voyez, par exemple, encore une fois, quand on parle du ratio, ça ne va pas tenir. Et là, on parle seulement du ratio en termes de personnes. Or, chacun d'entre nous, actuellement, ne se connecte pas seulement pour soi-même. Vous êtes connecté, votre ordinateur est connecté, plusieurs applications sont connectées, vous avez votre téléphone qui est connecté, vous aurez vos équipements à la maison qui sont ou qui seront connectés. Si vous comptez sur le fait qu'on va mettre tout ça derrière du NAT, ce n'est pas quelque chose qui est scalable et ce n'est même pas souhaitable. Donc, à votre niveau, vous pouvez commencer d'une certaine façon, soit demander des ressources, soit vous-même devenir membre, ou voilà, il y a plusieurs façons. Mais dans tous les cas, il ne faut pas rester dans le statu quo qui est que ça fonctionne bien et on se complaît là-dedans. Voilà ce que je pourrais dire rapidement. Ok, merci Willy. Je rebondis en demandant, est-ce que maintenant, nous, en tant que CMNOC, il y a quelque chose qu'on puisse faire pour cela? Bon, moi, ce sont des suggestions, hein, c'est-à-dire d'autres peuvent compléter. Le CMNOC, à son niveau, peut faire déjà continuer, par exemple, ce type de présentation, faire des cas d'usage, des retours d'expérience, parce qu'il y en a quand même. Donc, on peut faire des cas d'usage, des retours d'expérience. Et également, ceux qui sont là, ceux qui sont par exemple présents, c'est aussi encourager les uns et les autres à faire un peu plus que ce qu'ils font au quotidien, changer un peu certaines choses. Parce que vous travaillez sur certaines technologies, mais il faut bien aussi asseoir, on va dire, la fondation de ces technologies-là. Ça repose sur des choses qu'on ne voit pas souvent en premier lieu. Les adresses IP, les numéros système autonome. Donc, le CNO peut encourager les participants dans ce sens. Aussi, donc, les différents projets en fait, que Christian a présenté tout à l'heure, il y en a qui essaient aussi justement de faire un peu du monitoring, un peu du statut, pour un peu mettre à l'état d'esprit des managers et autres que voilà un peu comment se présentent nos réseaux. Donc, voilà, le CNO peut participer dans tout ce qui concerne le monitoring, donc pour que les managers puissent justement comprendre un peu le statut, voir l'évolution des choses. Parce que, par exemple, je juste revenir sur, voilà, quand je parlais des interconnexions des numéros au système autonome, c'est très faible. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très, 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 très faible. En fait, beaucoup de gens sont connectés. Si vous voyez le centre là qui est Cantel, beaucoup de gens sont connectés à travers ce réseau. Ça, c'est un single point of failure. La plupart d'entre vous, vous savez ce que c'est. Ça signifie que si ce numéro système autonome n'est pas fonctionnel, beaucoup de choses ne marchent pas et ce n'est pas normal. Donc, il faudrait avoir plus d'interconnexions. Donc, le CNOC peut aider dans le sens où faire du monitoring, visualisation du trafic, de ce genre de choses pour justement que les gens comprennent que c'est à ça qu'on doit arriver, comme ce que vous voyez là actuellement, que ce soit en IPv4 ou IPv. C'est à ce genre de choses qu'on doit arriver. Vous imaginez bien que dans un pays comme ça, si un réseau au numéro système autonome n'est pas fonctionnel, ça ne casse pas tout le réseau. C'est très difficile que ça casse tous les réseaux. Or, ce n'est pas notre cas, malheureusement. Mais bon, on peut faire mieux que ça. Ok. Donc, maintenant, je continue toujours à appuyer au même endroit. C'est-à-dire, nous, du CMNOC, on trouve que les gens doivent commencer à faire un certain nombre de choses, mais je vois le taux de participation, nous sommes seulement 11. Comment est-ce qu'on peut faire donc pour amener plus de personnes, les personnes intéressées, ceux-là qui gèrent les réseaux au quotidien, ceux de Camtel, Orange, Creolink, Yumi et autres. Comment est-ce qu'on les amène, Nextel, tout ça? Comment est-ce qu'on les amène à participer? Quelqu'un d'autre peut répondre, hein? Justement, j'allais dire que c'est une question ouverte. Allô? C'est moi qui monitore les questions, Allô? Willy. Allô? Oui, vas-y, Sylvain. Oui, Allô, allô? Moussa parle. Il y a deux personnes qui demandent la parole. Tu donnes à qui? Sylvain a demandé en premier. Ok. Non, je n'ai pas demandé la parole. Ah, c'est pas Qui en Sylvain. parle? C'était qui? Pourquoi Non, moi j'observe. Pardon? Il y a Sylvain, il y a Christian et il y a Brice qui demandent la Ah, parole. c'est Brice alors. Brice, vas-y.
Ok, merci. Bon, bien le bonsoir à vous. Et merci à Willy et à Christian pour les présentations qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Directement, je vais poser une question à Willy. Allô, allô? J'espère que vous m'écoutez. Oui, on te suit. Ok, oui, directement, je vais aller pour une question pour Willy. Par rapport aux adresses IP. Allô? Oui, on t'écoute, vas-y. Non, c'est Brice qui parle. On dirait qu'il a perdu le son. Ok. Moi, je l'entends plus. C'est Brice qui a la parole, mais apparemment, son micro ne passe plus. Oui, allô, c'est revenu. Oui, je disais tantôt, je voulais savoir à Willy, comment est-ce qu'un individu peut faire pour avoir une adresse IP? Est-ce possible pour un individu directement d'acheter ses adresses IP auprès d'Afrinic? Aussi, je pense que je veux aussi savoir si Afrique a une représentation sur le Cameroun. Si oui, peut-être que ça serait mieux parce que on est une représentation ici là, qui va faire peut-être le porte-à-porte auprès des entreprises afin de les faire faire la promotion de ces adresses IP, de la vente de ces adresses IP là. Peut-être ça pourra mieux fonctionner. Donc, j'aimerais savoir si Afrique a une représentation ici au Cameroun. Et puis, l'autre question était celle de savoir comment est-ce qu'un individu peut faire pour avoir ses adresses IP, un individu en personne, quoi. Donc, c'est ça mes deux questions, merci. Ok, merci. Déjà, il faut noter que les individus, si quelqu'un va avoir une adresse IP, il doit se rendre chez son fournisseur d'accès. Comme Willy a présenté la structure de gestion des adresses IP, c'est PTI qui gère les adresses IP, je vais dire les ressources numériques de l'Internet, c'est-à-dire les adresses IP. PTI, dans les PTI, c'est l'ancien ICANN. Hein. Donc, c'est eux qui gèrent les ressources numériques d'Internet, les adresses IP, les numéros de système autonome, les adresses MAC. Elle dit les adresses IP, c'est IPv4 et IPv6. Et tel que c'est géré, chaque région a une organisation qui se charge de redistribuer ces adresses IP au niveau des régions. Pour l'Afrique, par exemple, c'est Afrinic qui gère cela. Pour l'Europe, c'est RIPE NCC. Pour l'Amérique du Nord, c'est ARIN. Pour l'Amérique latine ou encore l'Amérique du Sud, c'est LACNIC. Et pour l'Asie et le Pacifique, c'est APNIC. Maintenant, Afrinic gère ces ressources-là avec ce qu'on appelle les policies. Donc, il y a les policies ou encore les politiques de gestion des ressources qui stipulent que pour avoir, par exemple, les ressources au niveau d'Afrinic, il faut être une entreprise. Donc, il faut déjà être une entreprise légalement incorporée en Afrique. Dans la région, quand il dit en Afrique, c'est la région, c'est-à-dire le gros continent et les petits îlots qui sont tout autour. L'île Maurice, Madagascar, les Seychelles, le Cap-Vert, ainsi de suite. Donc, si vous êtes une organisation, vous devez être légalement incorporé dans l'un de ces pays et vous devez avoir l'infrastructure dans ces pays-là. Ça veut dire que vous devez prouver que votre infrastructure existe et que les adresses IP que vous demandez à Afrinic, vous allez utiliser dans l'Afrique. Maintenant, il y a un minimum que vous pouvez demander avant qu'on atteigne la période de crise, parce que là, nous sommes en ce qu'on appelle le soft landing phase 2. Avant ça, le minimum qu'une entreprise, par exemple, comme une université ou une banque pouvait solliciter, c'était un /24. Par contre, un ISP, comme par exemple Camtel, Orange et autres, pouvait solliciter un /22. Donc voilà, donc il y a ces limitations-là. Un individu ne peut pas déjà justifier l'utilisation d'un /24. Et un individu ne peut pas demander les ressources directement chez Afrinic. Il faut demander les ressources chez votre fournisseur d'accès. Du coup, la bonne question ici, c'est
comment est-ce qu'une organisation, une université par exemple, peut faire pour obtenir son bloc d'adresse IP? Une banque, un commerce, ainsi de suite. Comment est-ce que vous faites pour obtenir votre bloc d'adresse IP auprès d'Afronic? Ce que vous devez faire, c'est déjà, il faut être légalement incorporé, il faut avoir l'infrastructure dans un pays d'Afrique et il faut justifier que vous pouvez utiliser le minimum, la taille minimum qu'on va vous donner. Donc, voilà, je ne sais pas si ça apporte plus de clarté comme ça là. Sinon, tu peux toujours éclairer et puis on va apporter plus de clarification. Voilà la question de l'emplacement. L'emplacement, c'est-à-dire, j'ai dit tantôt qu'il fallait être en Afrique et qu'il fallait... Non, par rapport à Afrinic, les représentations d'Afrinic. Oh, les représentations d'Afrinic. OK. Afrinic n'a pas de représentation. Les seuls représentants d'Afrinic, ce sont les membres, c'est-à-dire les ISP et autres. Et Afrinic, bon, je vais présenter la structure, comment je vais dire, l'organisationnel d'Afrinic. Afrinic a deux structures. La première structure, c'est la structure que je viens de décrire, de gestion des ressources, qui va des politiques. Ces politiques que je dis sont mises en place par ce qu'on appelle la communauté. La communauté, c'est toute personne qui est intéressée par la gestion d'Internet en Afrique. C'est ça la communauté d'Afrinic. Que vous soyez européen, que vous soyez partout dans le monde. Si vous êtes intéressé de comment est-ce qu'on gère Internet en Afrique, vous êtes membre de la communauté d'Afrinic. Et vous pouvez donc participer à la mise en place des guidelines, des politiques et tous les débats qui se passent dans la région au sujet d'Internet. Donc, du coup, les représentants d'Afrinic, c'est un peu les membres de la communauté qui sont partout. Mais si tu parles de représentants en tant que personne qui peut, par exemple, attribuer les ressources dans un pays ou autre, non. Cela n'existe pas. Afrinic gère les ressources et attribue dans tout le continent. Donc, je vais dire qu'il n'y a pas vraiment de représentation, comment je vais dire, institutionnelle d'Afrinic dans les pays. Ok, Gildas. Gildas voulait dire quelque chose. Allô? Allô? Oui, tu as écouté. Ok, bonsoir. Déjà, j'ai un coup de chapeau à la présentation de Willy et de Christian. J'ai beaucoup aimé la présentation. D'accord. En fait, si je peux essayer d'apporter ma modeste contribution, c'est quoi? C'est que lorsqu'on regarde les graphes du Cameroun et sur les pays, on va dire, un peu plus avancés que nous, enfin, on a beaucoup à faire. Je ne sais pas donc si dans le CM9, on peut y contribuer. Je prends un exemple. C'est quoi? C'est que moi, j'estime, comme je disais tout à l'heure, Willy, c'est que les banques doivent augmenter le trafic en s'impliquant de façon très marquée en prêt des ressources. Moi, je pense que c'est à nous de les montrer le bien fondé de la chose, puisqu'ils sont des capitalistes. Lorsqu'il n'y a pas d'intérêt à le faire, ils ne le feront pas. Or, en le faisant, on aura moins de points, des points centraux, un peu comme ce cas actuellement. Parce que si le point central tombe aujourd'hui, Internet est rompu au Cameroun. Or, avec des points de papier comme celui de l'Inde, on serait mieux, on pourra mieux manager les points de failure. Je dis donc quoi, c'est que c'est ma suggestion que des points pareils qu'on puisse les présenter auprès de ceux qui peuvent contribuer et faire changer les choses. Oui, il n'y a pas de banques, donc, quitte à ce qu'on s'asseye, on fait des propositions, on fait des montrées, on les adresse maintenant, bon, on va leur montrer bien fonder les intérêts. Qui sait, pour les encourager à prendre de l'avant et à ce que les choses changent. C'est ma contribution ce soir. Ok, merci. Je peux compléter quelque chose? Vas-y. Ok, oui, effectivement, je pense que par rapport à ce que Gilda dit, on avait un peu commencé, mais en fait, ce qu'on peut continuer à faire, c'est par rapport à certains types d'entreprises, on peut un peu leur montrer le bien fondé d'un certain nombre de choses. Parce qu'on l'avait fait, par exemple, pour le point d'échange à un moment, essayer de leur dire ce qu'ils pouvaient mettre dans le point d'échange justement pour mieux valoriser
Pour les banques aussi, on pourrait faire quelque chose de similaire qui est un peu pour montrer un peu les avantages pour les banques de disposer de leurs propres ressources. Mais normalement, en fait, je crois que c'est juste parce que les gens ne réalisent pas, surtout ceux qui sont dans les banques. Puisque de manière générale, surtout pour les banques, par exemple, elles cherchent, c'est normal, la sécurité, c'est quelque chose d'important. Je pense aussi que l'autonomie, ça doit être quelque chose d'important pour une banque. Et si on parle, par exemple, d'autonomie en termes de ressources, ce serait mieux qu'elles disposent de leurs propres ressources au lieu de dépendre des ressources de leurs fournisseurs ou d'un fournisseur d'accès. Ce d'autant plus que le fait de disposer de vos propres ressources, ça fait que vous êtes indépendant du fournisseur. Donc, aujourd'hui, pour avoir un fournisseur, demain, pour avoir un autre fournisseur, ou même pour avoir deux, trois fournisseurs en même temps, mais vous gardez vos propres ressources. Donc, ça signifie qu'en interne, par exemple, sur le plan de numérotation, ça ne va jamais changer. Donc, vous avez votre plan de numérotation qui est toujours le même, quel que soit le fournisseur d'accès. Donc, c'est un aspect. Je peux parler de RPKI aussi, qui est encore un niveau supérieur en termes de sécurité par rapport à leurs propres adresses IPv4, IPv6. Mais bon, en fait, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, au niveau du CMNOC, on peut, si le besoin se manifeste, faire par exemple des cas, juste peut-être petites présentations pour certains secteurs et leur dire voici ce que vous gagnerez si vous faites ceci, ceci, cela. Une autre approche aussi, c'est si vous connaissez des gens qui travaillent dans les banques, bah, c'est de leur dire de soit de venir ou bien d'échanger aussi. C'est une autre approche aussi. Les deux peuvent marcher. Je peux avoir la parole, s'il vous plaît? Vas-y. Ok. En fait, je vais de même lancer que Willy. En fait, c'est quoi? Quand on regarde les pierres entre nous, sincèrement, c'est décourageant. Il faut qu'on, dans la même idée aussi, qu'on fasse des suggestions et qu'on va vers ceux qui peuvent être dans le besoin, pas cas concret. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des secteurs le plus, on sent moins impliqué, c'est les universités. De façon globale, j'ai l'impression que la relève n'est pas bien préparée dans tous ces groupes, dans tous ces enseignements. Pour dire vrai, je crains une fois que parmi nous, il y ait les étudiants. J'en doute forcément. Beaucoup plus, nous sommes tous des gars professionnels qui ont des entreprises, mais je pense qu'il faut aussi inclure les étudiants. Les genoux où on peut aller avec eux, les en parler, les galvaniser à y adhérer. C'est mon point de vue. Merci. OK. Donc, ma question reste, hein, qu'est-ce qu'on peut donc faire pour augmenter la participation? Nous sommes 9 là maintenant. Tout le monde peut parler. Ok, Allô? je peux. Allô? Oui, Oui. une minute. Sur la question de Moussa, tout à l'heure, il faut noter que Gildas a parlé des universités et des étudiants. Donc, je crois qu'il a commencé à répondre à ta question, Moussa. Soyons concrets. On fait comment Merci. avec les universités? On fait quoi Merci, c'était exactement juste les universités? Voilà. On peut déjà commencer les journées portes ouvertes. Lorsqu'ils ont pas de on y va aussi, on présente le NOC et on était prêts à rejoindre le mouvement. Je prends un exemple. On peut faire des affiches qu'on poste dans les universités, les barbiers, les universités. Ouais, les universités beaucoup plus tech. Je suis en train de noter. 1. Les JPO participer. 2. Faire des affiches. Les tracts. Voilà. Affiches. Et, on peut avoir des entreprises partenaires qui peuvent bien être des porte-paroles où on peut prendre les informations concernant le NOC. Je veux dire, ça serait plus présent sur le plan non virtuel. OK. Parce que là, on est purement dans le virtuel. Il faut qu'on soit dans le concret. Je crois que si il y a vraiment un NOC, c'est qu'il a tel endroit, il peut rencontrer, en discuter, échanger avec lui. D'accord. OK. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler. Oui, Moussa, si tu permets. Oui, Brice. Oui, alors par rapport à comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer, moi je pense que ce que Judas Sankey dit, c'est une très bonne initiative. Parce que On l'a encore fait, apparemment. Ce soir, la personne est très mauvaise ce soir. Moi, ça vient, ça repasse. OK. Oui, j'ai rétabli ton micro.
Allô? Donc, ce que moi je vais proposer, hein, je vais Oui. proposer quelque chose de très L'école simple. ou bien au sein du... Ah, oui, vas-y, Brice, on t'écoute. Ok. Ce que moi je vais proposer, est-ce que vous m'entendez? Oui, on te suit, Moussa. Nous t'entendons. Je vais proposer que nous sommes 10 dans cette rencontre. Je vais nous proposer un exercice très, très simple. Très simple. À la prochaine rencontre, quand je dis prochaine rencontre, ce n'est pas la rencontre d'évaluation. Parce que la rencontre d'évaluation doit se faire seulement pour les membres restreints de la cellule que nous connaissons. Le prochain webinaire que nous allons organiser, qui va porter sur les sondes Atlas, je voudrais que chacun de nous s'engage à venir avec une personne. Donc, en dehors des communications qu'on va faire là, que chacun tienne la main d'une personne et que la personne soit présente durant à notre prochain webinaire. Qu'est-ce que vous en pensez? La parole est à vous. Pour ma part, c'est une bonne idée, sincèrement. On passera de 10 à 20, et ainsi de suite. C'est un peu Voilà. comme Tout dans ça, les... c'est toute la session de questions-réponses. J'ai posé la question, personne n'a répondu. Bon, on a répondu, moi aussi je réponds. Il y a des propositions, on a dit qu'on va faire les trucs des JPO, les affiches, blablabla, tout ça. Moi aussi je propose qu'on fasse cela et je propose qu'on prenne un engagement là-dessus. À moins que... De toute façon, moi je suis d'accord avec toi, Attendez Moussa. Et une j'ajoute minute. qu'il faudrait que, pardon, Sylvain, je finis. Il faudrait que, comme on est en réunion séance tenante, que celui qui a apporté la nouvelle personne, là, qu'on lui donne d'abord la parole pour dire que, voilà, aujourd'hui j'ai amené telle personne pour que ce soit connu de tous. C'est ça. Moussa, merci. Moussa, ce que je veux dire, tu vois, non? Comme on n'est pas au cours d'une réunion décisionnelle, je suggère qu'on amène ça pendant la réunion justement d'évaluation qui sera une réunion décisionnelle. Et là, justement, il faut que tous les 10, comme tu disais là, soient là. Et on prendra la décision. Tu as proposé, oui, on va la enregistrer. On valide ça là-bas et on essaie d'implémenter ça. Voilà ce que moi je veux dire. C'est une très bonne idée que je n'avais jamais aussi proposée. Donc j'aime ça. Allô? Allô? Oui. Alors, oui, Moussa, je vais, pour essayer d'apporter d'autres éléments de réponse à ta question, je vais revenir sur ce que Willy a dit bien avant que tu nous poses la question là. Dans ses propos, il a dit, en répondant, je pense, à une de tes préoccupations, il a dit qu'il faut qu'on continue les présentations, les webinaires qu'on fait. Après, il a dit qu'on fasse un retour d'expérience, qu'on fasse des cas d'usage. C'est vrai que ça s'appliquait sur la question relative à Afrinic, mais ça s'applique également dans le contexte de ta question. Qu'on encourage les participants, ceux qui sont là, il est futur, et puis qu'on essaie de participer en ce qui concerne le monitoring. Le monitoring ici est notamment relatif à toutes nos différentes activités. Je sais, par exemple, il faut que le CNO également parle. Parler ne veut pas seulement dire se placer en route, avoir une rencontre, se rencontrer, tu vois, ce qui est encourageant qu'on se rencontre physiquement, par exemple, et puis on discute. Mais il faut que aussi le CNO parle. Par exemple, un exemple, ça peut être un journal, peut-être manuscrit si possible, ou bien un journal numérique. C'est vrai, il y a le website, mais il faut que ce soit comme un journal au quotidien, mensuel, bien après 3 mois, bien après 6 mois, qui essaye de rendre ça concret, de concrétiser en fait nos différents échanges. Tu vois, si on essaie de le faire sur une périodicité, de façon périodique, 3 mois, l'année, ou bien après 6 mois, on sait qu'au moins après 6 mois, le CNO va sortir quelque chose de percutant qui sera dans un journal officiel ou dans un magazine. Ça crédibilise le CNO de façon à vie, quoi. C'est vrai que les outils qui sont déjà le crédibilisent, mais on cherche des moyens également pour supporter cette crédibilité-là.
Parce que c'est juste pour également ajouter d'autres éléments aux éléments de réponse, en fait. Merci. OK. D'accord, merci. Donc, je suis déjà très content que nos webinaires deviennent de plus en plus fréquents. Ça, c'était le premier objectif qu'on voulait avoir. Maintenant, il faut agrandir l'audience. C'est pour ça que moi, je proposais ce que j'ai proposé. OK, donc je crois que là, il n'y a plus de questions, hein. Mais ce n'est que toi qui as posé la question. Donne la parole à l'audience. J'ai donné la parole aux gens de poser les questions. J'attends les questions. Vous pouvez même poser les questions dans le chat. J'ai demandé aux gens de noter leurs questions. Oui, Sylvain, on t'a posé une question. Merci. Moi, je t'ai posé une question au départ. Tu peux me donner le nombre de participants dans la liste de diffusion? C'est possible de Il a dit connaître ça? 49. 49. Je n'ai pas suivi, hein? Il a dit 49. Ah, ok, d'accord. Des questions, des questions? OK. Oui, pour la question du nombre de participants sur la liste, donc le nombre des membres, nous avons 48 abonnés en remise non groupée et 49 abonnés en remise groupée. Donc, en fait, il y en a qui sont à la fois en remise groupée et en remise non groupée. Donc, si on fait une sommation, on peut se retrouver à 90. On peut avoir 90 membres actuellement inscrits. 90 adresses électroniques inscrites. Voilà. Toi, Sylvain, notamment. Enfin, pour pour vous qui êtes là, quoi. Quel est, puisqu'on parlait notamment, l'un des volets de ma présentation parlait toujours au niveau de l'impact que le CNO On a sur le n'entend pas marché celui qui local. parle. Oui, je disais que l'impact que le CMNOC a sur le marché local, suivant tes propres analyses, comment tu penses quoi? Quelle est l'idée que l'environnement professionnel technologique local, c'est que les idées qu'ils ont du CMNOC, comment est-ce qu'ils considèrent le CMNOC? Peut-être que ça peut aussi faire partie du manque du taux de participation. Peut-être que les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Selon toi, euh, quelle est l'idée que les gens ont du CMNOC? Moussa, OK. la question c'est pour moi. Oui. Ah, merci. Oui, c'est pour toi, Sylvain. Donc, Christian, merci pour la question. Mais sincèrement, je suis un peu gêné parce que la question semble ne pas trop porter sur notre thème. Mais bon, bref. Oui, en fait, C'est une bonne question. c'est un aléa par rapport à la question de Moussa. OK. Sauf que la question de Moussa était un peu hors sujet. Moi, j'aime toujours être hors sujet. Oui. Mais bref, en tout cas, on est là. Et comme il y a une question, ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas... Ce qui nous intéresse, c'est ce que les gens vont penser après. Vous voyez, ce que les gens vont penser, quand on va faire ce que nous venons un peu de décider là. Je dis décider, mais de ce qu'on vient de drafter là. Après notre draft, Oui. nous allons... moi, j'ai aussi pris des notes. Moussa, je voyais Moussa prendre des notes, ou j'entendais Moussa prendre des notes. Nous allons mettre ça ensemble et on va proposer ça dans une semaine pendant notre réunion décisionnelle. Et là, on va adopter ça. Ça va faire partie de nos résolutions et on va essayer de se battre comme d'habitude pour implémenter ça. Ouais, on a vu que Willy a fait des propositions. Christian, tu as pu capter ça. J'avais noté ça, mais je n'avais pas encore fait le rapprochement entre la question de Moussa et l'intervention de Willy. Mais là, maintenant, on a tout ça. Chacun a intervenu. On a des choses. Et nous avions déjà d'autres. Donc, mettons ça ensemble. Essayons, comme Moussa a dit, avant même qu'on ne décide. Ce n'est pas une chose qu'on a besoin de décider. Chacun doit faire venir une personne ou deux personnes. Moi, je ne veux pas parler de ce que les gens croient maintenant ou de ce que les gens pensent maintenant.
c'est catastrophique. Ça, c'est sérieux. Sinon, on ne serait pas là depuis 2011 en train d'amener les gens à s'inscrire sur les listes. Je suis même étonné de voir 90 personnes, je ne sais même pas d'où ils sortent. Donc, vraiment, il faut que les gens interviennent. Je ne veux même pas savoir ce qu'ils pensent. Ce que je souhaite, c'est que nous qui sommes ici, nous puissions faire quelque chose pour les bousculer, pour qu'ils n'aient pas le choix, en fait. On parle d'IPv6, Willy disait parler d'IPv6. IPv6, ça fait 22 ans. IPv6, ça fait longtemps. Donc, nous parlons de quelque chose qui est depuis là, qui est vieux, 22 ans, mais on dit aux gens d'adopter ça. Donc, nous devons travailler, continuons comme ça, faisons nos réunions et nos ateliers et nos webinaires à 10, 5, le jour qu'on sera prêt, même si on est toujours 10, on organise notre réunion physique. C'est tout ce que je peux dire. C'est l'avenir, le futur que moi je veux regarder. Donc, courage à tous ceux qui contribuent à ce que nous soyons là jusqu'aujourd'hui. Il faut juste qu'on continue. Merci vraiment à tous. C'est tout ce que je pouvais dire. Moussa, reprends la parole. All right, thank you guys. Je pense que pour ce que on pense ou pas du SEMNOC et de ce que les gens décrivent, le fait que on crie sur les toits tous les jours et puis les choses n'avancent pas, ça ne devrait pas poser un problème. Hein. Parce que moi, personnellement, je suis très, très satisfait d'évangéliser sur les technologies matures de l'Internet. Pendant que les gens parlent d'IPv6, nous on parle de plusieurs technologies, IPv6, API, il y a les initiatives telles que Manners, DNSSEC, tout ça. On continue de parler et on continue de pousser les gens à adopter cette technologie-là. On ne va pas se fatiguer. Que les gens l'adoptent ou pas, on sait que le travail que nous sommes en train de faire, c'est la veille technologique et on ne devrait pas se fatiguer. Quel que soit ce que les gens pensent ou pas, on devrait plutôt chercher les moyens, les voies de contournement. Comment est-ce qu'on fait pour contourner chaque fois qu'il y a une difficulté? Et voilà comment on va gagner le plus d'âmes à notre cause. OK. Question? Allô? Je peux prendre peut-être Oui, juste pour... Attends, Guigui voulait dire quelque chose. Oui, pour ajouter à ce que Moussa disait, oui, on fait beaucoup de choses, parlant même de veille technologie là, mais sauf que tout ce qu'on fait là, ça ne bénéficie pas à un grand nombre de personnes. C'est ce qu'on pourrait trouver un moyen pour faire bénéficier ça à l'écriture ou bien. Pourquoi ne même pas faire un rapport, je ne sais pas, même un rapport mensuel ou bien trimestriel qui sont agressés aux entreprises, bref, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Parce que l'objectif ici, ça ne sert à rien, c'est que sont fait tout ça lesquels à la suite, ça ne bénéficie pas à des gens. C'est qu'on ne se rend que de tourner en rond, quoi. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. OK, Brice, pour te répondre, je vais dire ceci. C'est clair qu'à cette étape-ci, ça ne bénéficie pas au grand nombre. Mais si tu as remarqué, je dis toujours qu'ici, là, ce que nous sommes un noyau. Nous sommes en train de constituer les bases de ce que je vais appeler une bombe qui va éclater à un moment donné. Mais comme un enfant a besoin de ramper, apprendre à marcher avant de courir. Nous nous sommes fixés des objectifs et nous allons petit à petit, nous faisons ce qu'on appelle les milestones. Notre premier objectif, c'était déjà de s'assurer que ces webinaires-ci, on peut les faire, on peut avoir 2 webinaires par mois. Ça, c'est notre premier objectif. Si à la fin de cette année, on réussit à faire 2 webinaires chaque mois, à la fin d'année, on peut célébrer. On peut célébrer. Ça veut dire qu'on a atteint quelque chose. C'est un pas dans notre maturité. Maintenant, la deuxième chose, c'est la question que je posais déjà précédemment, c'est de faire venir de plus en plus de personnes. Quand on aura fait venir de plus en plus de personnes, et ne nous attardons pas sur les formalisations du genre, on veut faire quelque chose de très beau, les trucs comme ça là. Au départ, concentrons-nous
essayons de faire les choses qui marchent déjà et que nous soyons sûrs que ça marche avant de vendre. Le problème généralement dans les entreprises, c'est que les gens vendent un produit sans l'avoir conçu. Et maintenant, de mon expérience dans la gestion des produits, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les MVP. Les MVP, c'est mis pour Minimum Viable Product. Ça veut dire, quand tu veux faire un produit, tu conçois d'abord un produit minimal. Tu essayes d'envoyer ça à tes consommateurs. S'ils sont intéressés, tu commences à mettre des fonctionnalités au fur et à mesure. Donc, tu ne viens pas avec un gros produit et puis que tout le monde... Et puis, nous avons commencé avec ces webinaires-ci. On s'assure que ça marche. On a les bons thèmes qui peuvent cacher les gens. Et puis, on fait venir les gens. On leur parle de ces thèmes. On échange. On leur montre comment est-ce qu'ils peuvent améliorer Internet au Cameroun et partout ailleurs. Et puis, on passe à l'étape suivante. Donc, pour moi, je suis un peu juste dit qu'on n'a pas assez inquiété pour le moment. Ok, pour ajouter juste une dernière chose là, vraiment, comme on dit, on a créé définir les bases là, c'est mieux à partir de maintenant ou bien sur les bases que tout simplement que vous l'avez défini là, qu'on fasse l'effort aussi d'être bilingue, les gars. Il y a certains là qui s'expriment bien en anglais. Vraiment, faites l'effort de parler aussi en anglais pour que ça encourage les nouveaux, bien ceux qui sont là, pour qu'ils ne se sentent pas frustrés. Vraiment, faisons les efforts, les gars, c'est important. Good, ça marche. Mr. Augustine is there. Augustine, Mr. Shi. Il est là parti, vous ne voulez pas parler l'anglais. Je ne sais pas s'il est toujours là, mais... Il est là. Augustine. Ah, ben, dis quelque chose, gars. You can speak in English. Augustine. Willy, Sylvain, tu peux appeler Augustine en direct là. Il faut quand même qu'il dise quelque chose. D'abord, une chose sur le bilinguisme, les gars. Il est instable, sa connexion est stable, donc je suis obligé de le remettre sur sur le panel tout le temps, parmi les participants. Donc, on ne peut pas trop compter sur lui, en fait. Donc, il se bat, mais il n'arrive pas. Donc, sur le bilinguisme, hein, je voulais juste dire une chose, c'est que le bilinguisme, ici, ne pose pas de problème parce que la plupart d'entre nous se battent pour parler en anglais et en français. Mais comme Moussa a dit tout à l'heure, il faut bien faire attention à ce que Moussa a dit tout à l'heure. Nous sommes en train de construire et il ne faut pas qu'on se mette des barrières en construisant. Si, par exemple, nous parlions je vais parler de Ti tout à l'heure, comme on a commencé avec Ti. Si Ti nous fait une proposition de présentation, personne ne va dire à Ti de présenter en français. Hein? Parce qu'actuellement, l'audience est on a plus de gars en français. Généralement, moi, quand je fais des présentations, je fais ça en anglais. C'est-à-dire que je fais mon support en anglais et je présente en français si je veux. Ça, c'est ce que j'ai souvent l'habitude de faire. Donc, ça fait déjà qu'il y a déjà la prise en compte de l'anglais ou du bilinguisme. Quand je rédige, par exemple, des propositions, des idées de projet sur notre webinaire ou bien des pages sur notre webinaire, je le fais parfois en français, parfois en anglais. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Et si quelqu'un veut traduire, franchement, les personnes sont bienvenues, traduisez. Les pages sont déjà là, traduisez même. Ça va faire en sorte que les gens ne s'inquiètent plus trop. Mais ne vous inquiétez pas, on est sur le chemin. Mais les idées sont bonnes, mais ne nous inquiétez pas. Brice, on a pris notre t'inquiète. Dès aujourd'hui, là, tout sera bilingue. Traduisez les choses, les gars. Ok. Parler. Si tu as bien... Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a les gens comme Valdez qui ne disent rien. Abega qui ne disent rien. Donne la parole à Willy. Il y a Jean-Luc. Willy a trop parlé. Qui ne disent rien. Willy, tu as la parole. Tu as des fleurs. Les gars, la prochaine fois, il faut d'abord laisser même les autres se présenter, non? Willy parle même, non? Ok, non, je voulais dire, bon bref, je voulais dire deux choses. Juste par rapport à Brice, ok, donc, comme on a expliqué, en fait, on essaie d'aller pas à pas en essayant d'être consistant sur déjà ce qu'on fait. Et aussi, quand même, j'ai un truc sur lequel moi j'aime toujours bien insister, c'est qu'on utilise l'Internet.
ça veut dire beaucoup, pour moi en tout cas. Par exemple, n'oubliez pas que toutes les ressources qu'on utilise actuellement, elles sont sur Internet. Elles ne sont pas dans un site avec un mot de passe, dans un réseau social où il faut s'inscrire. Non. Toutes les ressources qu'on a, par exemple, tous les webinaires jusqu'ici, et même celui-là, la vidéo, les supports de présentation sont sur Internet. Donc, il suffit que n'importe qui sur Internet va sur l'adresse où sont stockés ces éléments, il peut revoir. Et ça, c'est seulement pour ces aspects-là. Donc, il faut toujours, moi, je mets toujours en avant qu'on utilise l'Internet et utilisons l'Internet. Et vous voyez même que dans le contexte où les gens doivent rester chez eux là, actuellement, qu'est-ce que vous allez utiliser? C'est Internet. Donc, justement, valorisons ce que, voilà, l'Internet et utilisons toutes ces possibilités. L'autre chose, c'est que je voulais dire à Stéphane qui avait, peut-être ça aurait été intéressant de mettre ici, il y avait un tweetos qui posait des questions un peu. Peut-être ça aurait été aussi l'objet d'échanges ici. Bon. Laisse-le dire là, mon frère. Non, parce qu'en fait, c'est tout ça que les gens gardent. Et ce n'est que lors des échanges que tu peux essayer de comprendre ou de donner aussi ton point de vue. Parce que justement, généralement, les gens n'échangent pas. Et donc, ils gardent leur façon de faire parce qu'ils n'échangent pas. Alors que c'est important d'échanger parce que, voilà, moi, j'ai toujours le sentiment que c'est parce que les gens restent dans leur coin qu'ils ne réalisent pas un certain nombre de choses. Et ils sont dans une bulle. En tout cas, ils ont une vision de l'Internet qui, malheureusement, pour moi, n'est pas bonne. Mais c'est parce qu'ils restent dans leur coin. Donc, quand il y a quelques occasions comme ça pour parfois aussi, pas attraper, mais je dis qu'au moins les amener à échanger, moi, j'apprécie beaucoup, quoi. Ouais. Donc, ce que Willy dit là, c'est... J'ai fait des tweets pendant que Willy présentait. Donc, j'ai fait quelques captures parce que c'est aussi comme ça là qu'on va valoriser le CMNOC. Et j'ai demandé à certains, il y a Gildas qui a retweeté, il y a Willy qui a retweeté, il y a Sylvain qui a retweeté, il y a, je crois aussi Christian qui a retweeté. Donc, Valdez aussi. Oui, Valdez, oui, j'ai parlé de Valdez. Donc, et j'ai dit donc, il y a quelqu'un qui est venu là, il pose tellement de questions, il dit que Willy ne devrait pas faire ce qu'il est en train de faire, que ce n'est pas son travail, blablabla. Bla, bla. Et il explique un ensemble de choses que, par exemple, pour IPv6, on devrait rester à attendre que, comme IPv4 est fini, naturellement, tout le monde va déployer IPv6. donc, pour lui, ce qu'on fait là, c'est un tapage. Ça fait 22 ans. Juste pour rappel. Moi, je lui pose dans les questions, je lui demande que, mais qu'est-ce qu'il pense du NAT? Les pays en Europe, partout où IPv4 est fini, est-ce que tout le monde passe à IPv6? Il ne comprend pas. Et puis, il me dit que c'est plus cher de faire IPv6, blablabla. Je lui dis, bon, il lui renvoie une question. Entre IPv6 et NAT, quel est plus cher? Parce que les gens parlent parfois, c'est aussi par ignorance. Hein? C'est aussi par ignorance. Si je prends par exemple un réseau où vous utilisez des CGN, les CGN ont un nombre limité de ports de connexions concurrentes. Quand vous avez atteint ce nombre-là, vous êtes obligé d'acheter un autre CGN. Et les CGN sont des box qui coûtent excessivement cher. Les box qui coûtent dans les $10 000, $20 000, les trucs comme ça là. Les gens préfèrent acheter des trucs comme ça là et mettre dans leur réseau, mettre les gens derrière NAT, parce qu'on leur a prêché dans une ancienne vie que NAT était sécurisé, que NAT sécurisait le réseau. Et voilà, ils continuent d'utiliser comme ça. Là, on leur dit qu'il y a IPv6 qui est venu résoudre le problème de pénurie et qu'en plus de cela, IPv6 va favoriser les technologies telles que l'Internet des objets, l'économie numérique, le big data, tout ce qu'il y a de novateur, même les trucs comme les trucs où les gens s'en vont sur Internet faire n'importe quoi, comme le scamming, tout ça. Dès qu'il y aura IPv6, ce serait très difficile pour les gens de se cacher. Parce que chaque utilisateur aura son adresse IP et on pourra facilement te retracer si tu te mets à t'amuser n'importe comment. Or, avec NAT, je vais prendre un exemple. Il y a eu un opérateur au Libéria. Il utilisait justement NAT. Le gars a eu une attaque de déni de service. Après 3 ans, le gars a cherché pendant 3 ans, il ne trouvait pas d'où venait la source. Et chaque fois, son réseau tombait tout le temps. Il est venu nous voir
nous lui avons recommandé d'enlever NAT de son réseau. Bon, du moins, qu'il n'enlève pas totalement NAT, qu'il enlève au moins une partie. Il a souscrit à plus d'adresses IP auprès de l'Afrique. On l'a aidé à déployer. Et quelques temps après, il a trouvé d'où la source de son problème. Et c'était un gars qui était assis quelque part en Russie, qui lui faisait du déni de service. Et il croyait que le truc venait de son réseau. Bon, du moins, on utilisait les ordinateurs dans son réseau pour lui faire du déni de service. Et il savait que c'était des compétiteurs dans le pays qui avaient payé ce gars pour nuire à l'opérateur parce qu'il fallait que les clients... Il a perdu énormément de clients. Énormément de clients. Et ça, c'est parce qu'il utilisait NAT. Les gens ne comprennent pas ça. Nous sommes allés dans un pays où les gars utilisent pour tout le pays une seule adresse IP publique. C'est de la sorcellerie, tout simplement. Comme on dit chez nous au Cameroun. Franchement, pour tout un pays, les gars utilisent une adresse IPv6, un pays de moins de 10 millions d'habitants. Vous imaginez, la connexion Internet, c'était en 2015, non, 2016 ou 2017, un truc comme ça là. Les gars vendaient encore les connexions Internet, les gens de trucs qu'on nous vendait avant les 512 kilos. Et il fallait voir les prix. Willy est témoin. Lui prenait la connexion pour son centre là-bas, il connaît ce que ça coûte. Donc, franchement, ce que nous faisons est extrêmement important. Extrêmement important. C'est dommage qu'on ne puisse pas être tous dans un même pays ou bien dans une même ville où on peut se retrouver physiquement, mais le fait de se retrouver en ligne montre encore que, comme on dit en anglais, you eat your dog's food. Donc, l'Internet que nous sommes en train d'encourager les gens d'utiliser et de rendre meilleur, nous montrons déjà l'exemple d'utilisation de cet Internet-là. Et en faisant ces échanges, les retours d'expérience, chacun dit ce qu'il a fait, comment ça marche, comment ça ne marche pas, les problèmes, il pose des questions et puis on essaye d'apporter les réponses en fonction de nos autres expériences. Ça nous aide à grandir. Et c'est comme ça que notre communauté va grandir. OK. Théo dit qu'il vient d'arriver, qu'il ne peut pas intervenir. Théo parle. Jean-Luc. Oui, Jean-Luc. Moussa t'a donné la parole. Salut, bonsoir. Et bonsoir. C'est vrai que ça fait plus d'une heure que j'écoute et c'est un peu moins calme là, ils sont montés se coucher. Merci, c'est gentil de vos présentations, surtout parce que je pense qu'on a besoin de plus de bénévolat, tel que vous le faites. Donc, merci pour les contenus qu'on va relire sur le wiki, j'espère. Enfin, Sylvain l'a promis. Alors, moi, aussi. Oui, justement. Alors, je pense que je me considère souvent comme le moins autorisé à parler quand des ingénieurs réseau parlent. Donc, mais par contre, je pense qu'on peut tous contribuer pour l'intérêt commun dans le but de construire cette communauté qu'on veut construire et de faire interagir un peu tous, de susciter l'intérêt surtout. Et je pense qu'en tant qu'IT, c'est quand même important d'avoir cette curiosité professionnelle, d'être là pour surtout être sûr de comprendre, de très bien comprendre comment tout marche autour d'Internet. Et je pense que c'est déjà l'un des apports que le CMNOC a apporté dans mon parcours. Pour ce qui a été dit ce soir, l'infrastructure télécom, d'interco, on va dire, j'ai appris pas mal de choses sur ce qu'il a dit. Et aussi avec Christian qui parlait des impacts du CMNOC. C'est vrai que je vais pérencher sur ce que quelqu'un disait en parlant d'impact. Moussa demandait de venir avec quelqu'un en plus. Oui, si et seulement si la personne qui vient avec... c'est vrai qu'elle viendra dans un premier temps découvrir, mais il faut qu'on ait... Je pense que le CMNOC a besoin d'acteurs outillés, surtout. Sinon, ce sera juste des spectateurs qui n'apporteront peut-être pas grand-chose.
Je n'ai pas tous les outils pour proposer peut-être une meilleure architecture réseau pour le CAMIX au Cameroun. Je vois qu'on a très peu d'interco, je vois qu'on a très peu d'ASN. Oui, il y a des interco qui passent par Camtel. On a des ASN en IPv6 qui sont orphelines. Il y en a 3. Pourquoi elles sont orphelines? Bon, peut-être lui n'a pas dit pourquoi. Mais au moins, on sait que la plupart sont des ISP. Il y a quelques organisations, des banques et des universités comme Ouvilier Yaoundé au Cameroun. Donc, pourquoi je ne pense que techniquement une banque devrait avoir son infrastructure normalement déjà pour sécuriser ses services, pour sécuriser son logiciel de banque et puis peut-être pour éviter de s'exposer à tous les scams qui peuvent se faire sur Internet dans les réseaux qui sont publics. Je pense que l'État déjà, bon après on ne va pas prêcher ou défoncer les portes ouvertes. L'État, je pense que l'État est bien outillé. Il y a pas mal de nos grands frères qui sont super calés et qui conseillent l'État. Mais bon, je pense qu'au niveau du top leadership, c'est la vision qui manque. C'est pas que, je pense pas qu'ils sont pas bien entourés. Ils sont très bien entourés. J'en connais au moins 3 ou 4 conseillers techniques, mais qui savent toutes ces choses, mais qui n'arrivent pas à les implémenter, simplement parce que les décideurs n'ont peut-être pas alloué le budget, n'ont pas validé les projets. Je connais pas mal de gars qui ont quitté la fonction publique pour le privé parce qu'ils présentaient leur frustration devant pas mal de super beaux projets, mais qui n'arrivaient jamais à implémenter parce que justement, il y avait ces jeux-là qui souriaient dans le cou en disant, bon, c'est bien beau la passion, mais écoute, ça n'ira pas loin parce que de toute façon, il y a une génération de personnes qui trouvent toujours que rendre toutes les choses digitales, c'est apporter trop de transparence dans des affaires qui se gèrent à la camerounaise, comme on connaît. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts. La sensibilisation, c'est une chose, mais ce n'est pas que la sensibilisation. Il y a forcément une génération qui doit changer, il y a des habitudes qui doivent forcément changer aujourd'hui. Et c'est des choses qu'on ne peut plus se cacher d'admettre. Sinon, je retiens l'invitation de Moussa à venir avec quelques personnes. Je le ferai parce que, d'ailleurs, j'ai envoyé le lien du Zoom. Et William l'a envoyé à 3 ingénieurs réseau autour de moi. Ils n'ont pas réagi. C'est ça, justement. Comment, je veux dire, amener quelqu'un, tenir par la main, c'est une chose. On, dans un contexte, se sent assez virtuellement. Ce sera partager des liens, prêcher sur la chose. Mais alors, quand moi, non, pas ingénieur réseau, je prêche à l'ingénieur réseau l'intérêt de venir dans le CM, au moins écouter un webinaire et participer, il y a quand même un problème. Ça devait être l'inverse, je pense. Donc, voilà, un petit tour de table, c'est ça. C'est continuer, enfin, moi, je pense, continuons, on va dire, de sensibiliser. Et puis, peut-être plus, on sera sensibilisés, même nous, les non-ingénieurs réseau, parce qu'il faut reconnaître que le CMNOC, c'est spécifique réseau. Hein. Il ne faut pas qu'on ne peut quoi. C'est spécifique réseau. Et Moussa, j'ai rencontré dans une réunion à Phoenix. Willy, je connais sa passion pour le libre et d'abord le réseau. Voilà, je connais pas mal qui sont vraiment mauvais réseau. Nous qui avons été trop dans le dev, mais qui aussi faisons du DevOps, on doit quand même se prémunir de tout ce qui est infrastructure pour ne pas être laissé en arrière lorsque les choses avancent. Donc, je ne pourrais pas en dire plus, mais voilà, il fallait quand même dire quelque chose pour ne pas rester là et sans dire un mot. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci pour la parole qui m'a été donnée. Wow, très brillante intervention. Il a fallu qu'on te bouscule pour que tu nous édifies ainsi. Hein. C'est pour ça qu'on dit que tout le monde doit parler. Tout le monde doit parler. Merci Jean-Luc. C'est important. Tu dis là des choses très, très essentielles et très importantes pour la communauté. Et voir que à la base, tu es dev et que tu t'intéresses au réseau. Moi-même, la première partie de ma carrière, j'étais développeur. J'ai juste basculé après. Donc, voilà. Et je veux dire que on parle certes des réseaux, mais tous ceux qui sont dans l'informatique sont intervenus par ce qui est. Sans t'interrompre, je me sens de plus en plus appelé à basculer. Sans t'interrompre. OK. Il va te suivre. Je disais, OK, c'est intéressant. Je disais tantôt que
c'est vrai, c'est les réseaux à la base, tout ça, mais les réseaux ne marchent pas s'il n'y a pas des codes sources qui sont développés quelque part, par-ci, par-là. Et aussi, on ne peut pas se dire qu'on est dans l'informatique sans s'intéresser aux autres aspects de l'informatique. Et Internet, c'est pour tout le monde. Internet, c'est mais vraiment tout le monde, tout le monde. Si je suis développeur, par exemple, pour que les outils tels que GitHub et autres, que Bitbucket puissent marcher, tout ça, il faudrait que je sois quelque part en train de participer. Et même aujourd'hui, les réseaux sont en train de basculer drastiquement, où on est en train de passer carrément tout au virtuel. Bon, le réseau est déjà virtuel, mais il devient de plus en plus virtuel, où on va, tout par exemple sera en ligne. Les clouds, service as a cloud, security as a cloud, everything is becoming on the cloud. Donc, du coup, ça fait que les trucs comme les DevOps, l'automatisation et autres, ce sont les choses qui vont prendre plus d'ampleur. Et les gens qui sont réseau, calé réseau, risquent d'être désuets à un moment donné. Donc, du coup, tout le monde doit être impliqué. Et quand je disais qu'on doit tenir la main d'une personne, certes, il faut partager le lien, mais il faut regarder autour de soi et se dire que, bon, voici une personne que je vais amener. Je comprends la frustration, je comprends le dilemme de se dire, si aujourd'hui on doit dire à un ingénieur réseau de venir participer à une réunion comme ça, là, c'est un peu bizarre. De plus, quand ça vient de quelqu'un qui se dit qu'il n'est pas corps réseau, quoi. Mais c'est ça la triste réalité avec notre continent. C'est la triste réalité avec notre continent. C'est que nous sommes obligés de forcer les gens à venir voir ce qui est important pour eux. Et généralement, quand on a dit, par exemple, de faire venir, nous sommes 10 ou 9 là maintenant, si on fait venir 10 autres personnes, ça va être 20. Mais je vous assure que de ces 10 autres personnes que nous allons faire venir, peut-être 2 seulement vont rester. Mais le truc, c'est que à la fin, on aura accompli notre mission de faire grandir le pool de participants, de partager ce que nous avons à partager à tout le monde. Et du coup, ça me fait penser à un thème que j'aimerais échanger quand tu parlais de Camix et des points d'échange Internet. Après le truc, le webinaire sur Atlas. De Sylvain, je vais parler de points d'échange. Comment mettre sur pied et gérer un point d'échange. Et ce jour-là, j'espère que les gens du Camix seront là pour qu'on essaye de bagarrer un peu sur ce qu'ils font là-bas. On va les bousculer. Willy va les bousculer. Voilà. Parce que voilà par exemple, Théophile va aussi les bousculer. Donc, voilà. Comme il est là, c'est bon. Parce que nous, on est là, par exemple, on passe le temps à gérer les points d'échange dans d'autres pays. On donne les formations dans d'autres pays sur la gestion des points d'échange. On leur montre comment gérer les points d'échange, mais notre propre point d'échange ne marche pas. Ici, par exemple, à Maurice, je suis l'un des principaux gestionnaires, du moins les configs, tout ça. Je suis dans l'équipe technique de ceux qui gèrent ce point d'échange-là. Dans d'autres pays, on donne le support, on les aide, on donne des recommandations. Le point d'échange du Nigeria, par exemple, nous les supportons, nous les aidons à déployer IPv6 et les autres techniques. Mais dans notre propre pays, on ne peut pas aider. C'est bizarre. Maintenant, si tu dis que tu veux aider, il y a toujours les gens qui vont mettre les bâtons dans les roues. Mais ça n'empêche pas que quand on a ce forum-ci où on peut faire venir ces gens et discuter avec eux, leur dire ce qu'il faut faire, les bonnes pratiques, invitons-les. OK. Je pense qu'on a pris plus de temps. Hein? Oui, effectivement, il est 21h07. Donc, il est 21h07. Je repasse dans la je crois que... Si, Willy, tu as encore quelque chose à dire? Non, ça va, c'est bon. Je remercie. D'accord, sur les questions-réponses, sur la session questions-réponses, nous sommes allés un peu plus loin. Nous avons quand même pu maintenir 8 personnes dans notre webinaire et c'est bien.
Ça veut dire que nous avons fait plus que nous avions l'habitude de faire. Je crois que maintenant, nous avons les dernières paroles, quoique disons que les... comment on dit ça? À la fin, il y a des informations, des dernières informations. Je regarde rapidement pour vous les donner. Voilà, nous sommes passés à la clôture et puis je vais vous donner les dernières informations. La première information, c'est que la réunion de prise de décision ou bien d'évaluation de notre webinaire, c'est dans une semaine. Ça fait quand? Ça fait le 28, le 28. Oui, samedi le 28, c'est écrit là, oui. Samedi le 28, nous avons la réunion CMNOG Meet 2020-03-28. 19h à 20h, temps universel plus 1, l'heure du Cameroun. Nous avons aussi le prochain webinaire, CMNOG webinaire, Webinar 4, qui sera le 4/2020, de 19h à 20h, temps universel plus 1. Le thème que Moussa a proposé, qui va devoir être adopté pendant la réunion de prise de décision, c'est de parler des sondes, bref, du système météorologique RIP Atlas. Et je vois ça, il a aussi orienté, son orientation, c'était de proposer des use cases, des cas d'utilisation. Je vois ça comme une opportunité pour présenter des cas d'utilisation qui seraient le plus possible utiles pour dans le contexte camerounais. Donc voilà en fait ce que je suis en train de faire depuis quelques temps, depuis que Moussa m'a motivé à faire ça. La première chose, c'est que j'avais déjà fait une présentation comme ça au cours de la journée de libération de la DGSN. On avait parlé des logiciels, on les avait encouragés à déployer les logiciels libres là-bas. J'avais fait une présentation, mais ce n'est pas dans le même sens que je vais aller. Donc, je vais peut-être très peu utiliser ce que j'ai déjà utilisé là-bas. Donc, voilà ce que je voulais dire. Si quelqu'un a un mot pour qu'on conclue dessus, je vous prends. OK. Oui, quelqu'un voulait dire quelque chose? Non? Allez, merci d'avoir pris le temps de participer à ce troisième webinaire du CMNOG. Shalom, au revoir à tous. Bye. Merci JL pour les thèmes là. On va faire ça progressivement. On va faire la montée en puissance progressivement. Merci. Bye à tous, bye à tous. Bonne soirée à vous. Okay. Bonne soirée. Bonne soirée et stay safe and blessed. Stay home. Yeah, la rue Romain. Avec le désinfectant et tout. Ok, Comment j'arrête parler le avec record. le cabinet? Pardon?